Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission intitulée Questions internationales qui aborde plusieurs questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et plusieurs autres pays du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes à la résidence de l'ambassadeur de la Turquie, Monsieur Murat Ürkül, qui nous reçoit chez lui. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Fifi. Alors vous êtes le nouvel ambassadeur de la RDC, de la Turquie plutôt. Et c'est depuis 6 mois déjà que vous êtes là. Comment se porte la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo? Voilà, tout d'abord, bienvenue à la résidence turque. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu et c'est toujours un grand plaisir de recevoir le Digital Congo chez nous. Et à travers vous, je tiens à présenter mes salutations chaleureuses à vos téléspectateurs, mes frères et sœurs, ici en RDC. La coopération entre nos deux pays va dans la bonne direction. Vous vous rappelez que dès que je suis arrivé en RDC, j'avais organisé une réunion de presse que vous étiez aussi présente. Et dès lors, j'ai travaillé jour et nuit pour avancer les dossiers. Tout d'abord, il faut constater que la visite du président Erdogan l'année dernière était un événement historique, bien évidemment, et ça a donné une compulsion considérable à la coopération entre nos deux pays. Plusieurs accords ont été signés pendant cette visite, mais le plus important, c'est qu'on a compris encore une fois qu'il y a une forte volonté politique au niveau des deux chefs d'État pour approfondir notre partenariat. C'était une instruction pour les deux côtés. Bien évidemment, en tant qu'ambassadeur, j'ai reçu cette instruction et j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, je peux déclarer en assurance que les efforts que nous déployons chaque jour ont commencé à donner leurs fruits déjà. Pour nous, la coopération entre la RDC et notre pays, c'est pas un dossier pour quelques années. Ça, nous l'approchons à long terme, bien évidemment. Et dans le passé, ce n'est pas un secret qu'on n'a pas eu une grande interaction pour des raisons qu'on connaît dans les deux côtés. La Turquie était fort occupée avec la guerre froide. La RDC, on connaît depuis 1960 les chapitres un peu douloureux de votre beau pays. Et c'est récemment qu'on a vraiment su que les circonstances étaient propices pour aller au-delà de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et bien évidemment, dans cette coopération, il y a certains volets qui sont prioritaires, je dois dire. Pour nous, tout d'abord, c'est le volet économique et commercial qui est important. Pourquoi? Est-ce que la Turquie est ici pour monopoliser, pour avoir des privilèges? Non, pas du tout. Mais de notre point de vue, vous connaissez un peu la quête de la Turquie pendant les dernières 3 décennies en particulier. On a connu une réussite économique qui est maintenant c'est devenu un point de référence pour plusieurs pays en émergence, je dois dire. Et au cours de cette période, on a eu des expériences, des connaissances vis-à-vis comment avancer le pays pour un avenir plus prospère, pour un développement répandu, social, économique. Je ne peux pas réclamer que la Turquie a complété sa quête. Pas du tout. Nous avons toujours pas mal de problèmes. Comme vous le savez, récemment, nous avons eu un très grand choc, la plus grande catastrophe naturelle de notre histoire. Je pense qu'on en parlera. Oui, voilà. Nous allons aborder la question. Oui, mais notre approche envers les pays frères et amis, en particulier en Afrique, comme la RDC, c'est de partager nos connaissances pour que
qu'on puisse peut-être bénéficier de nos expériences. On n'a pas une approche prétentieuse de dire que la Turquie est un modèle. Pas du tout, c'est irritant, je pense, que le mot modèle, mais la Turquie est peut-être une source d'inspiration pour la RDC, comme plusieurs autres pays en Afrique. Et pour nous, l'interaction économique commerciale, c'est un canal à travers lequel on pourrait vraiment passer nos savoir-faire aux côtés congolais, parce qu'en Turquie, entre autres, oui, c'était le gouvernement et une administration très ferme qui a achevé cette transformation, mais les vrais héros, c'était les éléments du secteur privé turc. Ça veut dire que si on a connu une propulsion économique, entre autres, c'était nos hommes d'affaires, nos cercles d'affaires, nos PME en particulier, qui ont été au centre vraiment de cette réussite. Et nous pensons que la RDC possède tous les ingrédients nécessaires pour vraiment achever les mêmes réussites. Et nous n'avons pas de doute à cet égard que dans 15 ans, 20 ans, un deuxième peut-être Nigeria va émerger au centre de l'Afrique, parce que la RDC possède tous les ingrédients, tous les atouts nécessaires pour cela. C'est un pays béni dans tous les sens. Bien évidemment, nous voulons accompagner la RDC dans cette quête. Et une façon de le faire, oui, on peut dire que les assistances économiques sont importantes, oui, mais ce qui est le plus important, c'est que notre président, il l'a souligné plusieurs fois, au lieu de donner des poissons, il faut apprendre comment pêcher. C'est l'essentiel de notre philosophie de coopération. Et pour cela, nous pensons que dynamiser les acteurs économiques en RDC, c'est plus important, c'est plus durable et ça sera un garant de la réussite économique de la RDC. C'est pour cela que nous donnons une priorité particulière au volet économique et commercial. Qu'est-ce que nous avons fait? Bien évidemment, on a des mécanismes de gouvernement à gouvernement que dans le passé, ils ont été utiles pour encadrer un peu du point de vue légal notre coopération. On a signé des accords, mais à ce stade, nous estimons que c'est très important de mettre en marche les dynamiques des deux secteurs privés eux-mêmes. Ici à Kinshasa, déjà, les entreprises turques sont fort présents. Certains ne sont pas très visibles parce qu'ils sont toujours en train de négocier les contrats. En arriver, il est retombé vraiment de cette coopération parce que je vois bien que la coopération sur le plan économique intéresse beaucoup la Turquie. Les retombées vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir comme retombées de cette coopération économique? Écoutez, cher Fifi, si vous allez en centre-ville, vous allez voir le grand chantier, par exemple, du centre financier de Kinshasa. Le protocole a été signé pendant la visite du président Erdogan l'année dernière. Et déjà maintenant, on peut voir le silhouette de ce grand complexe. C'est entrepris par une société turque très performante, je dois dire. J'ai visité le chantier et dans la période à venir, nous allons inspecter à un certain moment. On m'a dit, avec le grand honneur de la présence de son Excellence le président Tshisekedi. Le but, c'est, si je me trompe pas, c'est d'inaugurer ce complexe qui couvre non seulement le ministère des Finances, un centre de congrès, un hôtel, il y a d'autres composants. C'est un large complexe et le but, c'est de l'inaugurer début décembre de cette année-ci, 2023.
Alors c'est déjà, ça démontre, et c'est avec un financement qui a été amené par le côté turc, ça démontre très concrètement qu'est-ce que notre coopération économique commerciale pourrait apporter ici de façon très visible. Je pense que, par exemple, ce complexe, ce sera un des symboles de notre partenariat approfondi, je dois dire. Il y a d'autres projets poursuivis par les entreprises turques, par exemple, la création d'un système de transport intégré, de transport fluvial. Okay. Non seulement l'achat des bateaux, mais la création des terminaux flottants, et puis un système de transport pour les passagers, mais aussi des biens. C'est toujours en processus de négociation, on n'a toujours pas finalisé. Le protocole a été déjà signé aussi pendant la visite du président Erdogan. Ce système intégré, c'est seulement pour l'utilisation locale. Ça veut dire que c'est pas seulement Kinshasa soi-même, mais c'est vers Matadi et d'autres directions. C'est d'utiliser le fleuve Congo, qui n'a pas été suffisamment apprécié jusqu'ici, je comprends. Alors, c'est un projet très important. Ça va changer la qualité de vie des Quinois, des Quinoises, je dois dire, parce que avec un tel système, vous pouvez voyager plus facilement, même aussi à Brazza, ailleurs. Et c'est en cours. Ils sont déjà ici, cette entreprise en question turque. Ils continuent leur pourparlers et nous espérons que dans les meilleurs délais, on pourra avoir aussi l'étape actuelle de commencement des travaux, bien évidemment. D'autre part, par exemple, il y a une autre entreprise turque qui est en négociation avec le gouvernorat de Kinshasa vis-à-vis la création d'un système d'assainissement qui est très, très important. À chaque reprise, malheureusement, quand il y a des pluies torrentielles, il y a le même problème parce que les déchets bloquent les canaux, tout ça. Alors, c'est une priorité. La dernière fois qu'on a eu cette calamité ici à Kinshasa, moi j'étais très touché, très touché. À chaque pluie. Voilà. Et puis, il pleut abondamment. Et c'est dans ce sens, nous donnons priorité à de tels projets parce que ça va apporter quelque chose de bien pour la population elle-même. Très bien. C'est très important, mais sur ce dossier aussi, les pourparlers continuent. Nous veillons de près, bien évidemment, parce que ça a été le protocole d'intention, ça a été signé pendant la visite de notre président. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours. Et vous allez voir que en 2023, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Ça prend un peu de temps, ça il faut l'admettre, parce que je ne vais pas blâmer personne ici. C'est comme ça. Les affaires, ils prennent du temps. C'est normal. En RDC aussi, ça prend du temps. En Turquie aussi, ça prend du temps. On en parlera peut-être plus tard comment changer un peu cela. Mais nous ne sommes pas ici pour bouder, pour critiquer. Nous sommes ici pour œuvrer étroitement avec nos confrères congolais. Et puis, je pense que nous parlons la même langue. Ça, c'est important. C'est parce que nous comprenons les attentes, les besoins du côté congolais. Nous ne réclamons pas que nous avons un bâton magique, ni du point de vue financier, ni du point de vue technologique, mais nous sommes prêts, ce qui est important, nous sommes prêts à partager. Nous sommes prêts parce que nous, comme on a achevé chez nous, nous voulons voir que les pays frères et amis comme la RDC continuent leur quête pour un avenir meilleur que le peuple congolais mérite pleinement, je dois dire. Est-ce que les secteurs économiques est le seul secteur qui intéresse la Turquie? Non, bien évidemment. Il y a plusieurs volets de notre coopération. Deuxième volet très prioritaire pour nous, c'est le volet sécuritaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que je dois dire, malheureusement, nous partageons un destin similaire. La Turquie a mené un combat long et ardu contre le terrorisme séparatiste, comme vous le savez.
et on a passé pas mal de temps pour chasser les terroristes de nos territoires. Maintenant, ils sont dans certains pays voisinants, mais on a connu une victoire chez nous parce qu'on a assuré le contrôle de notre territoire. Et c'est pour cela, je dis malheureusement, parce que ce ne sont pas des thèmes qu'on désirerait voir nulle part. Mais malheureusement, la RDC aussi fait face à des menaces asymétriques. Oui. Et chaque jour, nous suivons les développements ici en RDC comme s'ils surviennent chez nous. Parce que ça nous rappelle aussi les chapitres douloureux qu'on a connus en Turquie. Je le souligne toujours, nous n'approchons pas vos problèmes sécuritaires avec sympathie, mais avec empathie. Parce que nous comprenons très très bien comment on se sent quand il y a des développements dans lesquels vous entendez qu'une ville est tombée dans les mains d'un groupe terroriste. Alors, ça doit toucher très fort au cœur des Congolais. Ça, nous le comprenons. Mais comme le volet économique, notre philosophie est similaire. Puisqu'on a connu une réussite dans ce domaine, nous sommes tout à fait prêts à partager nos connaissances avec le côté congolais. Parce que ce ne sont pas des choses que vous pouvez apprendre à travers les bouquins ou bien seulement. Parce que pour une armée régulière, ce n'est pas facile de faire face à une force qui utilise des tactiques asymétriques. Ça prend du temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration pour une armée de s'adapter à un tel système de combat. Et nous, de notre part, nous sommes tout à fait prêts à partager. C'est pour cela que, pendant la visite du président Erdogan l'année dernière, on a conclu 3 accords clés encadrant notre coopération militaire. Et très récemment, ces accords ont été soumis au Parlement par le gouvernement. Ça veut dire que le décret qui a approuvé la ratification de ces accords a été adopté par le Conseil des ministres et nous comprenons que maintenant c'est l'Assemblée nationale qui va certifier l'adoption. C'est important parce que c'est un domaine très comment dirais-je, très strict qui doit être encadré par des contrats, par ces accords. Ni chez vous, ni chez nous, les militaires ne peuvent pas opérer sans avoir ce cadre contractuel. C'est pour cela que la mise en œuvre de ces accords pour notre coopération militaire sont primordiales. Je ne peux pas le souligner suffisamment, mais ça va dans la bonne direction. Et depuis mon arrivée, j'ai aussi travaillé fortement pour un peu augmenter le rythme de notre dialogue. Et je suis très heureux que l'éminent ministre de la Défense et des anciens combattants congolais a effectué 2 visites au cours des derniers mois en Turquie. Une, c'était pour une visite officielle, et une deuxième pour une visite de travail. Pendant ces visites, avec son homologue turc, il a eu un dialogue impeccable. Ils ont abordé tous les aspects de notre coopération militaire, non seulement actuelle, mais future, ce qui est important. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de notre mieux pour augmenter les capacités des FARDC. Ça va de soi, parce que la RDC sera victorieux devant cette menace. Il n'y a pas de doute à cet égard, mais ça ne va pas survenir en une nuit. Ça, nous l'avons vécu. Pour cela, il faut tout d'abord augmenter les capacités de des forces armées, du point de vue formation du point de vue équipement. Et déjà, peut-être vous êtes au courant, c'était symbolique peut-être, mais les forces armées turques ont envoyé des matériaux de soutien au FARDC.
Voilà. Et puis, ce n'est que qu'un commencement. Mais nous devons avoir les accords concernés en vigueur. Ça, c'est important parce que du point de vue légal, nous ne pouvons pas procéder à des dons militaires ou bien à des... Comment dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi... je sais bien que c'est une question que tout le monde demande, si on verra des militaires turcs ici en RDC. Pour la formation, oui. Pour la formation, nous avons des plans d'envoyer des formateurs sur place parce que les deux gouvernements en ont parlé, bien évidemment, parce que le niveau de préparation de l'armée turque, c'est considérable. Nous sommes une des armées protagonistes de l'OTAN. Ça, il faut le dire. Et c'est une armée, je le dis malheureusement, qui est en combat depuis longtemps. Oui. Vous voyez, c'est pas... Nos connaissances ne sont pas théoriques, ils sont pratiques. Aussi. Et ça, c'est très important pour une armée, de savoir quoi faire sur le terrain. Et je dois dire que pour la résolution du problème sécuritaire de la RDC, le seul moyen, c'est d'augmenter les capacités des forces armées et d'assurer le contrôle territorial. Oui. Et nous, je l'ai dit plusieurs fois, je peux le répéter pour une énième fois, nous sommes 100% solidaires avec la RDC. La RDC a tout le droit de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité de son territoire, au sein de ses frontières, bien évidemment. Il n'y a pas de doute à cet égard. Et nous désirons accompagner la RDC parce que tout le monde le sait, il faut le répéter, la clé pour une propulsion économique, ça passe, c'est par la sécurité. Par la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité dans les 4 coins de ce beau pays, on peut toujours parler des réussites économiques, mais ça ne sera pas quelque chose très répandu en masse, je dois dire. Alors, c'est pour cela que nous donnons la priorité aussi au volet sécuritaire. Et d'autre part, c'est pour la première fois que je partage avec la presse. Par exemple, à ce moment-ci, une équipe turque est à Lubumbashi. Pourquoi? Pour établir une usine de munitions. Okay. Parce qu'il y a eu un accord il y a un certain temps entre l'Afridex et son homologue turc MKE, c'est notre agence gouvernementale responsable de la production des munitions. Ici, en RDC. Ici, le côté congolais a demandé de la création d'une usine de munitions ici en RDC. On a accepté, on a signé l'accord et maintenant, ce jour même, il y a une équipe turque sur place à Lubumbashi qui sont ici pour la première fois pour faire les inspections et pour voir comment on va procéder. Et par exemple, ce projet, non seulement ça va vous donner une autonomie économique, parce que on sait très bien que chaque année, les forces armées doivent renouveler leur stock de munitions, même s'ils utilisent ou pas, parfois même s'ils n'utilisent pas. Alors, et ça peut être coûteux si vous importez, n'est-ce pas? Oui. Alors, si vous fabriquez vous-même sur votre sol, c'est déjà une autonomie économique. Mais deuxièmement, et peut-être c'est plus important, ça va donner aux forces armées congolaises une autonomie stratégique parce que ils vont utiliser leurs propres munitions nationales. Ce sont des pas qui vont renforcer, bien évidemment, l'état de la FARDC sur le terrain, mais ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que d'autre part, au niveau de formation, dès que ces accords clés sont en vigueur, nous allons admettre des étudiants militaires congolais dans les académies de guerre turques pour les former. Ou bien nous allons aussi offrir des bourses, des courses, pardonnez-moi, au niveau de combat contre terroristes. Et c'est à travers de tels efforts que on pourrait apporter un soutien et faire une contribution à l'augmentation des capacités des FARDC. Mais
nous travaillons sans arrêt. C'est un volet très, très important, je dois dire. Et vous allez voir, Inch'Allah, que dans la période à venir, il y aura aussi des résultats très, très concrets. Monsieur l'ambassadeur, la RDC regorge également des vastes étendues de terres arabes. Est-ce que les secteurs agricoles n'intéressent pas à la Turquie? Bien sûr, bien sûr. C'est, entre autres, l'agriculture, c'est un composant stratégique de l'économie turque. Nous avons encore une fois des connaissances, des capacités. On pourrait apporter un soutien aux agriculteurs congolais au niveau de formation, au niveau de machinerie. Et ce qui est important, c'est de pouvoir entreprendre des activités d'agriculture mécanisée en masse pour les buts que j'ai essayé de décrire au départ. Pourquoi? Pour pouvoir aller au-delà des besoins de la population elle-même, de les vendre à l'étranger et si vraiment ça va augmenter les recettes d'exportation de la RDC. Par exemple, je peux vous révéler qu'une société turque vient de conclure un accord avec un entrepreneur privé pour la création des fermes intelligentes ici en RDC. C'est quoi une ferme intelligente? C'est tout d'abord c'est de promouvoir la sériculture, ça veut dire la culture sous les serres, n'est-ce pas? Où la température, l'irrigation, vaporisation, tout est contrôlé de façon centralisée. Et ça donne la possibilité de cultiver, n'est-ce pas, des produits qui normalement qui ne pourraient pas exister en RDC à cause, n'est-ce pas, du climat ou bien et ça va élargir l'éventail de vos exportations agriculture et ils vont aussi promouvoir l'agriculture mécanisée. On m'a dit que c'est pour un terrain de 6000 hectares. Je pense que c'est considérable. Ça va être un bon exemple où les Turcs pourraient apporter la technologie, le savoir-faire et le côté congolais pourrait bénéficier des résultats. On m'a dit que très bientôt, j'aurai la chance d'assister à la cérémonie de la pose de la première pierre pour ce projet et si c'est le cas, je vais vous sensibiliser. Là, oui. Voilà. D'autre part, notre agence de coopération TICA jusqu'ici a toujours offert un soutien à travers en particulier les ONG congolais pour promouvoir pour soutenir les agriculteurs ici en RDC. Je sais qu'il y a eu plusieurs projets au niveau de dons de matériel ou des programmes de formation. Et à travers vous, je tiens à inviter mes frères et sœurs ici en RDC de nous envoyer leurs projets parce que notre agence de coopération TICA fonctionne seulement sur la base des projets concrets. Ok, les privés. Vous pouvez travailler avec les ONG privées. Mais bien sûr, on n'a pas de limitation, mais ce qui est important, ça doit être un projet fiable, transparent, vérifiable. Ça, c'est important parce que on fait pas des dons comme ça de façon aveugle, très franchement. Et si nous recevons un projet qui est acceptable de notre part, nous le transmettons à TICA. Et puis TICA fait une évaluation et quand l'ambassade soutient un projet comme ça, ils font le nécessaire. Et à long terme, comme vous savez, cher Fifi, nous avons toujours le plan d'inaugurer une représentation de TICA ici, mais ça va prendre un peu de temps pour le moment. Nous cherchons un immeuble convenable où on peut abriter le siège de TICA ici à Kinshasa, mais c'est toujours faisable à travers l'ambassade.
TICA, comme ça a été le cas jusqu'ici, va continuer ses travaux ici en RDC, sans doute, et nous sommes toujours ouverts à des propositions qui peuvent émaner aussi de la part des ONG, à condition que ça soit formel, sérieux et bien encadré. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, on doit avancer vite. Lors de notre dernière rencontre, j'ai retenu que la Turquie est aussi déterminée à investir dans le capital humain. De quelle manière? Voilà, le capital humain, peut-être, c'est le plus important pour un pays en voie de développement. Ça, nous le vivons, vous le vivez aussi. C'est pour cela, bien évidemment, dans le domaine d'éducation, nous allons continuer à offrir des bourses de Turquie qu'on appelle, et jusqu'ici, à peu près 400 élèves congolais ont reçu ces bourses, et nous allons continuer chaque an de les offrir. Je pense que la Turquie est devenue une destination préférée pour les étudiants, pour leurs études universitaires, master, doctorat, non seulement pour la qualité de l'éducation, mais aussi l'environnement est très accueillant, je dois dire. Je vois que les élèves congolais se sentent à l'aise chez soi en étudiant en Turquie. Pour le moment, à peu près 300 élèves congolais étudient en Turquie. Ça va continuer. Et nous avons aussi une école Maarif qui est très performante ici à Kinshasa. Oui. Et à peu près 700 élèves étudient dans le cadre du système éducatif congolais, bien évidemment, mais ça leur donne la chance de poursuivre leurs études supérieures en Turquie de façon plus facile, plus expédiée. Ils ont aussi des possibilités de raccourcir un peu le chemin vers la Turquie, et comme nous venons d'aborder, nous serons toujours prêts à apporter un soutien au niveau d'augmentation des capacités de formation vocationnelle dans tous les domaines, parce que c'est important, en particulier, de donner aux jeunes une perspective comment dire, assurée pour l'avenir, et ça passe par l'éducation, et nous en sommes conscients. Alors, la République démocratique du Congo, je dirais la population congolaise est informée de la situation en Turquie, avec le dernier séisme qui a fait plusieurs morts et aussi des dégâts matériels importants. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour je ne sais pas, soutenir les victimes et aussi reconstruire les coins détruits? Merci, cher Fifi, d'évoquer ce dossier, parce que c'est vraiment, en ces jours-ci, nous vivons avec cela, nous nous réveillons avec cela, nous nous couchons avec cela. C'était la plus grande catastrophe de notre histoire, ça c'est sûr. Imaginez que non seulement les deux séismes du 6 février, mais par après on a eu des chocs indépendants, mais aussi à peu près 17 000 répliques. Vous pouvez imaginer la terreur qu'on a su dans les régions sinistrées. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a perdu 48 000 personnes, et en total, 11 villes ont été impactées par les chocs. Mais il y a eu une forte mobilisation de la part du gouvernement turc et aussi du peuple turc, je dois dire. Il faut aussi noter la solidarité internationale pour laquelle nous sommes très reconnaissants. Ça va de soi. À l'heure actuelle, le gouvernement turc a déjà annoncé ses plans de rétablissement et de reconstruction. Dans un an, nous allons reconstruire les foyers des rescapés. Ça va être un total de 650 000 logements devraient être reconstruits. Et en le faisant, bien évidemment, on va aussi apprendre des erreurs du passé, on va améliorer les méthodes, on va faire le nécessaire. Le peuple turc est fort et résilient, cher Fifi. On a
connu pas mal de difficultés, de défis dans notre histoire, mais à chaque reprise, on a su surmonter les épreuves et ça nous a rendus plus forts, plus déterminés de continuer notre progrès socio-économique, je dois dire, et ça sera le cas. Je dois aussi saisir cette occasion pour assurer nos partenaires ici en RDC que la Turquie, malgré cette grande calamité, va, comme d'habitude, continuer à œuvrer étroitement avec ses partenaires dans le monde, mais aussi avec la RDC. Et dans ce cadre, je dois aussi exprimer notre profonde gratitude à la solidarité, à la compassion démontrée par l'État congolais. Son Excellence, Monsieur le Tshisekedi, nous a honorés en visitant notre ambassade pour signer le registre de condoléances. Ça nous a réconfortés énormément en face de cette grande calamité. Je vous remercie. Je crois que nous sommes à la fin. Un dernier mot aux Congolais qui vivent une guerre d'agression dans l'est du pays. Bien évidemment, nos cœurs battent pour vous, nos chers frères et sœurs, en particulier dans les provinces à l'est. Mais cette période va passer d'une façon à l'autre. Ça va pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que tout le monde est conscient que ce beau pays devrait bénéficier de ses richesses dans un cadre sécurisé, serein, digne, et nous, de notre part, nous allons continuer à rester aux côtés de nos frères et sœurs ici en RDC. Je vous remercie. Voilà, merci à vous aussi, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus dans votre résidence. Je crois qu'on est à la fin de cette émission. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous nous recevez ici, dans ce beau cadre. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. Au revoir.